Bonjour Yves. Bonjour Alain. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir à mon micro sur Wellobo. Dans ce podcast, on tente, vous savez, de prendre la mesure un peu du défi du beau. Dans ce moment un peu d'histoire, on explore donc les mutations sensibles qui traversent nos sociétés, et parmi elles, le fait que nos représentations du beau, en fait, quand le beau atterrit dans quelque chose qui est créé par l'homme, sont en train de changer avec l'arrivée massive d'une conscience écologique. Donc, pourquoi quelque part cette influence, cette mutation? Peut-être parce que indirectement, on l'a vu beaucoup dans ce podcast, mais le beau, c'est quelque part du stock, c'est de la matière, et aujourd'hui, plus que jamais, on a plein d'enjeux qui sont liés à la matière. Donc ça, on l'a déjà bien vu ces dernières années. Et j'ai eu envie de vous recevoir justement pour ouvrir une porte qu'on n'a encore jamais vraiment ouverte dans ce podcast, qui est celle de l'architecture invisible du beau au prisme des médias et au prisme de notre attention. Donc notre constat ici, c'est qu'un peu le beau est en crise, quelque part fait sa crise de sens, et peut-être, en tout cas ça m'intéresse qu'on explore ensemble avec vous les liens qui pourraient exister entre cette crise du beau et peut-être aussi cette crise de l'attention, dont vous êtes spécialiste. Donc quelques mots de biographie. Donc vous êtes suisse, vous avez longtemps vécu aux États-Unis, vous êtes professeur de littérature à Paris 8, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Théoricien des médias, co-directeur de la revue Multitude. Vous explorez depuis plus de 20 ans les transformations de nos régimes d'attention, les formes d'imaginaire politique. Vous faites le lien entre plusieurs disciplines, en fait, l'histoire des idées, l'anthropologie des médias, l'esthétique aussi, à certains égards, on va dire. Vous questionnez divers récits, les récits des pouvoirs et de l'économie de l'attention. Vous êtes l'auteur de nombreux essais, parmi lesquels donc l'économie de l'attention au seuil, Médiarchie au seuil également, ou encore Faire avec en 2022. Moi, quand je vous ai découvert, il y a beaucoup de choses qui ont résonné, un peu instinctivement. J'ai aimé en fait votre pensée qui est radicalement transversale en fait et profondément engagée dans cette reconfiguration des régimes de perception, d'attention, d'affect, un peu à la croisée de philosophie, sciences sociales et tout ça. Et moi, vraiment, comme j'ai un peu le beau comme projet de vie, en ce moment, sur le podcast, c'est ça, c'est que j'ai envie de voir aussi, d'aller explorer ce qui agit sans que nous, on s'en rende compte. Donc j'ai compris que vous avez étudié aussi ces phénomènes un petit peu invisibles, mais j'ai aussi aimé que la voix du corps, quelque part, le sensible est importante pour vous. Donc dans ce podcast, ça va pas être que des descriptions de choses théoriques compliquées, donc pas de panique les auditeurs. Ce qui fait écho aussi chez moi, c'est que vous tenez pleinement compte donc du fait que nos formes de vie sont tout le temps modelées par des rythmes peut-être attentionnels, par des stimuli, avant même peut-être ces systèmes d'idéologie un peu formels ou la manière peut-être un peu raccourci logique qu'on a de voir les choses et qu'il existe sans qu'on se rende vraiment compte, hein, ces dispositifs de capture de notre temps, hein, et que si on n'y met pas du discernement, si on fait pas attention, hein, si on fait pas gaffe et qu'on reprend pas un peu le lead entre guillemets sur au lieu de se laisser glisser dedans, et ben voilà, il y a d'autres choses qui vont surgir. Donc c'est passionnant, c'est dans tout ça qu'on va plonger. Si vous êtes OK Yves. Tout à fait. Et ben voilà, je sais pas, peut-être que pour commencer, c'est comment est-ce que vous pourrez nous faire rentrer dans votre monde et nous dire comment est-ce que peut-être déjà notre attention est configurée, quels sont les types d'attention qu'on doit connaître, etc. D'accord. Donc, je vais peut-être commencer effectivement par faire quelques distinctions lorsqu'on parle d'attention et après, peut-être revenir un peu plus directement sur ce qu'on peut évoquer par la notion de beau et différentes catégories comme ça. Donc, une des choses que j'essaye de dire dans mes travaux, c'est que on a plein de préjugés quand on pense au mot attention. Et parmi ces préjugés, il y a le fait que c'est d'abord une question individuelle. Et c'est pas idiot de se dire, ben, mon attention, c'est à moi. Il y a personne qui va voilà, qui va contrôler depuis derrière mon cerveau, je sais pas où, ce à quoi je fais attention. On sait qu'on a des stimuli extérieurs, ce qui fait que s'il y a un papillon qui vient, je risque de voir le papillon, de le regarder parce qu'il a des couleurs et qui voltige autour de moi. Mais je peux dire, ben, je regarde pas les papillons, je lis mon livre, etc. Et ça, c'est vrai que l'attention a une réalité individuelle. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt les réalités collectives, sociales, médiatiques de l'attention, ce qui fait que des fois on regarde des papillons, mais souvent on regarde des écrans. Et lorsqu'on regarde des écrans, ce qui est apporté à nos attentions, ce sont des choses qui sont décidées, alors d'une part décidées par des gens qui ont certains contrôles sur une émission de télévision, sur un film, sur un livre, etc., mais aussi qui ont des réalités systémiques. Et c'est cette espèce de système de l'attention, moi je parle d'écologie de l'attention pour dire que oui, je peux choisir de lire un livre et de ne pas regarder ce qui se passe autour de moi, mais le fait que d'abord j'ai du temps pour lire le livre,
ce qui n'est pas évident, que le livre soit produit, que dans le livre il y ait ceci, que j'ai acheté ce livre-là plutôt qu'autre chose, que je lise un livre plutôt que de regarder une série télévisée. Tout ceci, c'est des déterminants ou des conditionnements collectifs. Et donc, à l'intérieur de tout ça, donc moi, en gros, j'essaye de faire au moins 4 couches dans ce qu'on appelle l'attention. Il y a la couche individuelle, je regarde quelque chose ou j'écoute Mhm. quelque chose. Il y a la couche, ce qu'on appelle l'attention jointe. Et là, l'attention jointe, c'est le fait que s'il y a quelqu'un avec vous qui partage votre espace, eh ben, vous allez faire attention à ce que cette autre personne, à ce à quoi elle fait attention elle-même. En général, on n'ignore pas les gens qui sont autour de nous, sauf dans le métro ou dans les bibliothèques, où là, c'est des expériences assez bizarres. Mais souvent, quand il y a quelqu'un, eh ben, s'il fait attention à quelqu'un, il regarde tout d'un coup dans une direction. On va regarder dans la même direction parce qu'on se dit, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Ça, c'est l'attention jointe en présentiel. Et les phénomènes de spectacle ou d'enseignement, ils sont intéressants à ce niveau-là parce qu'on sait très bien que quand on va dans un spectacle et que tout d'un coup le voisin se met à rigoler, et ben soit ça peut rendre toute la scène comique alors que c'était pas forcément le but des Mhm. gens qui mettaient ça en scène, etc. Et de même dans une salle de classe, on sait très bien que enfin, alors, tous ceux qui enseignent un petit peu savent très bien que si les étudiants ou les élèves ont l'air de s'ennuyer à mort, ça nous stimule pas pour faire des choses bien, donc on est dépendant de leur attention. Voilà. Ensuite, il y a l'attention institutionnelle. Je vais passer rapidement là-dessus. Ça, c'est le fait que au travail, on vous dit à quoi il faut faire attention. Donc, vous avez un employeur, vous êtes employé, vous faites ceci, on vous paye pour faire attention à ça. Et puis après, il y a l'attention collective ou médiatique qui est justement la plus intéressante pour nous. Et c'est là, à mon avis, où se décide en grande partie ce qui va rentrer dans nos esprits et dans nos corps comme devant être beau. Donc, par Mhm. exemple, on se dit qu'un sac fait par une maison de luxe, parce que ça a le nom d'une maison de luxe et parce que ça a de la valeur, que ça soit de la valeur financière, ça coûte très cher, ou qu'on voit de la publicité sur tous les murs, ou qu'on connaît le nom, ben, ça doit être beau. Même si moi, quand je regarde ça, je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire, le fait même que ça soit sur les murs de ma ville dans la publicité, le fait même que ça va être très cher, ça fait une sorte d'association entre précieux, vaut cher, marque, et c'est censé être beau au moins pour quelqu'un. Et peut-être que je veux être parmi ces gens qui ont accès à ce mode de consommation, donc je vais le trouver beau. Donc, tout ça pour dire que ces différentes couches attentionnelles, ces différentes strates attentionnelles, je crois qu'il faut les prendre en compte parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est beau directement pour moi. Je parlais du papillon. Mhm. Peut-être, je ne sais pas, on peut dire que c'est peut-être faux, c'est même sans doute faux, mais ça ne serait pas complètement idiot de se dire que tous les humains, quand ils voient un truc coloré comme un papillon qui voltige autour, on trouve ça beau. Et voilà, moi je ne sais pas, il faudrait faire empiriquement, il faudrait faire des études pour Ouais, voir bah, si c'est vrai qu'il y a ça, des c'est ce gens, que moi mais j'appelle un peu le beau des origines. C'est-à-dire que je voilà, pense que ça, c'est assez universel. mettons que ce soit universel, et ça me plaît très bien de dire ça, c'est le beau des origines. Parce que on peut imaginer qu'avant qu'on ait des écrans, avant qu'on ait de la pub, Ah avant qu'on ouais. ait des livres, etc., on voit un papillon et on est plus ou moins intéressé. Après, que ça soit intéressé parce que ces choses qui volent, c'est aussi des oiseaux, c'est aussi des proies, ou c'est des poissons, et puis on peut s'en nourrir, ce qui n'est pas le cas du papillon, peut-être, mais peu importe. En revanche, il y a d'autres styles de beau. Donc, par exemple, quand on va dans un musée, hein, l'expérience d'aller dans un musée et de trouver une sculpture, une peinture, une installation belle, là, on voit qu'il y a toute une série de médiations. Il y a toute l'histoire de la peinture, il y a toute l'éducation qu'on a reçue, il y a ce que Pierre Bourdieu appelait des phénomènes de distinction, à savoir qu'on doit trouver beau ceci pour faire partie à la classe de la classe Mhm. d'élite qui trouve ceci beau et donc qui a du pouvoir, et donc en trouvant ça beau, on va rentrer dans les cercles des gens qui décident, qui ont du pouvoir, etc. Donc il y a toutes ces dimensions-là qui complexifient un petit peu cette beauté des origines. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, justement ces écologies de l'attention qui permettent, par exemple, de regarder un papillon, s'il y a un papillon qui passe, ou Mhm. qui ne permettent pas, parce que quand on voyage en voiture, on tue le papillon qui vient sur le pare-brise et on ne peut pas le voir. Et en même temps, qu'est-ce qui fait que quand je vais en musée, moi je trouve ça beau, alors que mon voisin, ma voisine, pas du tout, et réciproquement. Et donc là, c'est là peut-être, si vous êtes d'accord, que j'en viens à juste quelques Bien sûr. catégorisations de Mhm. vocabulaire, parce que pour moi, il y a le plaisant, enfin pour moi, là c'est des vieux trucs, hein, c'est Kant, là, je le dis Kant et puis Mhm. je refais des choses, mais il y a le joli, le plaisant, qui est quelque chose qui me plaît. Donc moi, les papillons qui voltigent, ça me plaît. Je sais pas, des belles tomates, j'aime beaucoup les tomates, donc une belle tomate, ça, le goût de la tomate me plaît.
Ça, c'est la première catégorie, les choses qui nous plaisent et les choses qui nous plaisent pas. Et c'est pas parce que vous aimez pas les tomates que vous allez être disqualifié socialement. Voilà. Ensuite, Kant nous dit le beau, c'est assez différent de ça. C'est pas le joli, c'est pas le plaisant. Si on dit que quelque chose est beau, ça implique l'hypothèse que tous les humains raisonnables et cultivés vont devoir trouver ça beau. Mozart, par exemple. Hein. Mozart, c'est pas juste joli ou plaisant. Mozart, on va dire que c'est beau parce qu'on postule que quiconque écoute la musique de Mozart sera sensible à l'harmonie, à tout ce qu'il fait de merveilleux. Et donc, Mozart, c'est pas seulement joli, c'est beau. Et beau, ça veut dire, ça implique, comme vous le disiez vous à propos de l'origine et du papillon, que c'est universel. Pour le Mhm. papillon, je pourrais y croire. Pour Mozart et la musique et les phénomènes culturels, je suis le beau créé, hein, je crois que vous parlez de beau Ouais, création. ouais, je distingue le Là, beau des origines et le beau des créations, moi. voilà. Alors, le beau des créations, là, c'est beaucoup plus difficile de dire que c'est universel Ah parce ouais. qu'on a plein d'anthropologues, d'historiens, de sociologues qui nous disent pas du tout, c'est parce que vous êtes né à ce moment-là de l'histoire, avec cette éducation-là, souvent dans cette classe sociale-là, etc., que vous allez trouver ça plaisant ou pas plaisant. Et donc, le beau, on ne sait pas trop quoi en faire quand on est sociologue. Et puis, il y a une autre catégorie que moi j'aime bien, que toujours Kant et les gens du fin du XVIIIe siècle développaient, qui est le sublime. Et ça, c'est quoi le sublime? C'est pas forcément quelque chose de plaisant. C'est pas forcément une expérience esthétique qui me donne du plaisir, justement. Ça peut être quelque chose qui m'effraie. Par exemple, une des choses qu'on disait à l'époque, c'est quand vous allez dans les Alpes et que vous voyez une sorte de gouffre, hein, vous êtes juste devant la falaise, cette falaise qui vous attire, qui vous fait peur, qui vous semble plus grande que vos maisons, etc. Donc le sublime, c'est quelque chose de plus grand que nous, qui nous donne une impression qui à la fois nous exalte et nous terrifie en même temps. Et donc ça, c'est une certaine catégorie du beau qui est, c'est beau, parce qu'un beau paysage des Alpes ou un truc comme ça, Mhm. et en même temps, la spécificité du sublime par rapport au beau, c'est qu'on ne peut pas le contrôler. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est pour ça que ça nous fait peur, c'est parce qu'on ne le contrôle pas. Alors maintenant, si on revient à ce qui se passe avec nos attentions, il me semble que pour chacun, chacune d'entre nous, il y a du plaisant, des choses qui nous plaisent pas. Il y a quand même, alors on y croit ou on n'y croit pas, mais il y a quelque chose dont on est tous amenés à se dire, ça c'est tellement bien que n'importe qui, s'il prend le temps et s'il a justement le loisir attentionnel de s'y plonger un peu, il va trouver ça beau. Et ça, c'est un petit peu la prémisse que moi j'ai en tant qu'enseignant de littérature. Je me dis, tout le monde n'a pas envie de lire du Flaubert, tout le monde n'a pas envie de lire du Mallarmé, etc. Et pourtant, si je prends un peu de temps, qu'on lit ça ensemble, qu'on s'aide les uns les autres à voir comment c'est bien construit, comment c'est rigolo, comment, eh ben, on va trouver quelque chose qui va plaire à tout le monde. Et puis, il y a l'expérience de plus qui est de se dire, ah là, moi j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, ça a transformé ma vie de voir ce tableau-là. J'imaginais pas que c'était possible, ce tableau-là, ou alors cette architecture. On peut se dire une architecture, je sais pas, par exemple, moi, les premiers bâtiments que j'ai vus de Gehry, ce skyscraper, ce gratte-ciel à New York, qui est pas du tout carré, mais qui a l'air de se tordre sur lui-même, la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu une impression extraordinaire qui m'a fait penser tous les autres gratte-ciels carrés, rectangulaires, sont passés. Voilà. Donc là, il s'est passé quelque chose. Je trouvais ça terrifiant. Comment ça peut tenir debout? Comment on peut faire un truc comme ça? Et en même temps, ça m'élève, si on veut, à des attentes euh, inédites dont j'avais même pas l'imagination a priori. Et là, on peut se dire, tiens, il y a quelque chose de sublime dans ces cas-là. Je continue pour faire un Mhm. lien entre ce qu'on a dit sur l'attention, et je pense qu'on reviendra à des questions d'attention, et le fait que dans attention, il y a la notion d'attente. Et là, alors, c'est là où pour moi, tout se joue sur ces questions de beau, de joli, de sublime, etc., etc. Souvent, on va trouver quelque chose beau parce que ça correspond à une attente qu'on a. De nouveau, si je suis un fan de musique classique, je vais écouter un concert de Mozart, ben, je vais m'attendre à avoir certains rythmes, certaines mélodies, certains contrepoints, etc. Et je vais trouver ça beau parce que c'est du Mozart, parce que ça correspond à cette attente. Et ça, c'est, je crois, le cas commun de nos expériences esthétiques. Vous parlez d'esthète, d'expérience esthétique. Mhm. Heureusement ou malheureusement, on ne réinvente pas l'eau chaude chaque fois. Je regarde des bâtiments, puis la plupart du temps, ah, ce bâtiment, il est beau. C'est pas le guéri qui me fait tout transformer, mon impression de l'architecture, mais ça correspond à mes attentes et c'est bien. Et puis justement, on a ces moments soit de sublime, soit de curiosité, où quelque chose qui a l'air d'être raté l'est,
du bruit et pas de la musique, agressif et pas plaisant. Et moi, je sais, par exemple, dans mon histoire personnelle, que la première fois où j'ai entendu du free jazz, avec ces types qui soufflent dans leur machin, que ça hurle, le batteur qui tape un peu partout, on peut pas vraiment siffloter la mélodie parce qu'il y en a pas, ou elle disparaît tout de suite, je trouvais ça un peu agressif, un peu déplaisant, et voilà, j'avais envie d'écouter autre chose. Et puis j'ai des gens, de nouveau par snobisme, là c'est un petit peu la distinction de Bourdieu, qui m'a fait croire que les gens bien, ils écoutaient ces trucs inécoutables, et maintenant, Mm. j'adore ça. Mais j'ai Mm. donc dû surmonter quelque chose qui allait contre mes attentes, et mon expérience du beau dans le domaine musical, ça a passé par ce moment, alors soit de sublime, soit de laideur, soit de disconvenance, pour que je fasse quelque chose comme une accoutumance, un apprentissage. Et maintenant, j'aime beaucoup plein de musiques bizarres, de la noise, etc., qui a priori sont pas du tout belles. Vous demandez à 95% de la population ce que c'est du bruit, c'est insupportable. Et il y a des bizarroïdes comme moi qui trouvent ça beau. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour poser quelques cadres qui me semble intéressant pour voir après comment, dans les milieux dans lesquels nous évoluons maintenant, des milieux largement numériques, Mm. algorithmiques, de réseaux sociaux, par exemple, comment on peut resituer ce qui se passe avec notre attention, ce que nous pouvons essayer de faire, et voilà, et où est le beau là au milieu. Ouais. Bah alors, avec joie, allons-y. Parce que peut-être aussi que vous avez quand même, on n'est pas entré encore en relation avec tout ce qui a été découvert, tout ce qu'on sait aujourd'hui au niveau de la neuroscience. Et j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de choses un peu là-dedans parce que comprendre comment finalement notre attention est un peu utilisée de manière extractiviste, entre guillemets, enfin, comment est-ce qu'on arrive aussi à tout ça? Tout à fait. Alors là, l'extractivisme attentionnel, justement, c'est peut-être une chose qu'on peut essayer Ouais, tout à fait. de discuter maintenant brièvement, parce qu'on ne va pas en faire le tour, mais juste brièvement. Peut-être que pour s'équiper, pour parler de ça, je vais encore proposer un terme un petit peu savant qui vient du grec, qui est aïsthesis, hein, A-I-S-T-H-E-S-I-S, l'aïsthesis, qui est la racine de l'esthétique. Hein, souvent, on dit beau, esthète, esthétique. Euh, donc, on voit bien l'esthétique, on pourrait dire, c'est le savoir, le discours Mhm. sur le beau. Mais en fait, aïsthesis, en grec, ça veut juste dire sensibilité. C'est être sensible à quelque chose. Mhm. Si vous fermez les yeux, si vous mettez des boules qui vous avez plus d'aïsthesis, vous avez plus de sensibilité ni à la lumière, aux formes, ni au son. Donc l'aïsthesis à un premier degré, c'est juste ça, c'est Mhm. la sensibilité. Et puis après, on comprend vite que, comme je le disais tout à l'heure, il y a dans les choses sensibles qui se rapprochent de nous ou vers lesquelles nous allons, mais il y a des choses qui nous plaisent, puis il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans le sensible. Un bruit de tronçonneuse, en général, c'est de l'aïsthesis, mais ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Du Mozart ou du free jazz, selon les personnes, et peut-être des fois les deux, ça nous plaît. Donc, mais ça, c'est toujours d'abord de l'aïsthesis. Donc, dans l'aïsthesis, il y a une catégorie qui me semble très importante, c'est ce que, de nouveau, les gens qui font, alors pour le coup, des études neurologiques, etc., désignent par la notion de saillance, une saillance. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'une saillance? Saillir. On voit saillir, c'est quelque chose qui surgit. L'exemple de Mhm. saillance favori, c'est les sirènes de pompiers. Une sirène de pompier, que ça soit de façon sonique, le bruit de la sirène ou le gyrophare, c'est fait pour que si vous êtes en présence de ça, vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est fait pour, parce que quand vous Mhm. conduisez votre voiture, ou peut-être vous êtes un peu distrait, vous entendez la sirène et vous vous rangez pour que la voiture de pompier passe. Donc ça, c'est une saillance. Une saillance, c'est quelque chose qui, dans notre champ de perception, s'impose à notre aesthésie et à notre attention sans qu'on ait le choix. Une D'accord. saillance. D'accord. Alors, maintenant, on va pouvoir parler d'extractivisme attentionnel. Le monde dans lequel nous vivons, le monde de communication dans lequel nous vivons aujourd'hui, est basé sur la marchandisation de l'attention. L'attention est devenue une marchandise, comme le blé, comme l'électricité, comme des choses qui se vendent, qui se produisent et qui se vendent. Et ça, on peut remonter dans le temps vers l'année 1830. En 1830, des journaux périodiques, c'était le début des journaux quotidiens, enfin, c'est 50 ans qu'on a des journaux quotidiens, et différentes personnes ont eu l'idée de vendre le journal quotidien qui coûtait 1 franc, mettons, à produire, de le vendre 50 centimes. Et Mhm. donc forcément, en le vendant 50 centimes, il y a plus de gens qui l'achètent parce qu'il coûte moins cher que les autres. Et les 50 centimes restants, parce qu'il faut bien payer l'imprimeur, le papier, les auteurs, etc., on va les gagner en faisant des espaces à l'intérieur du journal qui seraient aujourd'hui de la publicité, de la réclame, etc.,
Et à partir de ce moment-là, on voit très bien ce qui se passe, à savoir que les 50 centimes du journal, ils sont ils consistent à vendre l'attention des lecteurs à des publicitaires, à des annonceurs. Ce qui était cette marchandisation de l'attention tout à fait marginale en 1830, c'est devenu dominant parce que même Mhm. les chaînes publiques comme France 2, etc., ils vivent aussi de la publicité. Et les réseaux sociaux, qui sont maintenant centraux dans nos communications, ils ne vivent que de la publicité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour que quelque chose arrive sur mon écran, il faut que la logique qui permet à Facebook, à TikTok, à YouTube, à toutes ces plateformes, ces plateformes capitalistes, de continuer à fonctionner, elles continuent à fonctionner parce qu'elles marchandisent mon attention, donc parce qu'elles vendent mon attention à des publicitaires, à des annonceurs, etc., à des gens qui payent. Et donc, tout ce qui nous arrive par ces plateformes-là, si ça nous arrive, c'est qu'il y a quelqu'un qui a intérêt à utiliser l'information qu'on veut regarder ça pour ensuite nous envoyer, on sait très bien, des recommandations, de la pub, etc., Mhm. etc. Donc ça, on peut parler d'extractivisme attentionnel parce que la position de Facebook, des plateformes du capitalisme par rapport à notre attention, il y a quelque chose, une ressource dont on peut profiter, on capte notre attention, on moissonne notre attention, on peut dire ça comme on veut, et ça veut dire qu'on doit savoir ce à quoi je fais attention quand je regarde mon écran. Et la grande nouveauté des 20 dernières années par rapport à toute l'histoire de l'humanité, c'est que maintenant, quand je regarde mon écran, il y a quelqu'un derrière l'écran qui peut savoir ce que je regarde. Quand je touche mon écran, que je swipe, que je clique, etc., il y a quelqu'un du côté des plateformes qui va enregistrer mon geste digital, mon doigt, mais qui est toujours un geste attentionnel. Et ils vont savoir si je reste sur cette vidéo pendant 3 secondes, pendant 30 secondes, ça se sait. Et c'est en fonction de ces informations qu'on va ensuite me donner de la publicité, me donner une recommandation, me donner une autre image sur TikTok parce que je serais mieux resté sur la précédente et les algorithmes vont nous dire laquelle a le plus de probabilité pour que je reste dessus, etc. Donc on vit dans un monde où notre attention est devenue transparente aux fournisseurs de contenu, ce qui n'était pas le cas quand on vendait des livres. Quand on vendait des livres, on savait au bout de 6 mois si c'était plus ou moins bien vendu, mais on avait un temps de Mhm. latence énorme, alors que là, on peut savoir en quelques secondes si telle ou telle image plaît aux gens sur les écrans. Donc il y a des feedbacks beaucoup plus rapides. Donc cet extractivisme attentionnel, parce qu'il est en contexte compétitif, quand vous êtes sur Facebook, vous n'êtes pas sur YouTube et vous n'êtes pas sur TikTok, et chacun a intérêt à vous attirer votre attention pour vous vendre, il y a une compétition qui se fait entre ces plateformes, une compétition pour attirer l'attention, et comme je le disais tout à l'heure, c'est là où on retrouve la saillance. Plus on va mettre des choses saillantes, plus on va attirer l'attention de façon, alors on parle souvent de cerveau reptilien, ça ne veut rien dire, mais c'est vraiment de nouveau de nos instincts, hein, c'est ce niveau zéro Mhm. de l'esthésis, il y a une sirène, je ne peux pas ne pas l'écouter. Mhm. Donc on va mettre du désir, on va mettre de la pornographie, on va mettre du scandale, quelqu'un qui hurle contre quelqu'un d'autre, et tout ça, c'est des saillances, des choses qui captent notre attention de façon presque instinctive. Et donc, on vit dans un monde de compétition à la science. C'est comme si on marchait dans des rues où tout le monde a une sirène. Parce qu'on vit en attirant l'attention des passants. Et pour attirer l'attention des passants, il faut mettre des sirènes. Et donc, tout le monde a des sirènes. Et là, ça devient assez difficile d'avoir le type d'expérience du beau qu'on imagine habituellement, où justement, il faut avoir un tout petit peu de calme, un tout petit peu de durée, un tout petit peu de concentration. Là, il faudra qu'on discute de Ouais. ça. Et donc là, il y a quelque chose qui est, par rapport à mes catégories, on est plutôt dans le genre du plaisant. Il faut que ça me plaise tout de suite. Moi, les tomates, ça me plaît tout de suite. Moi, ceci, ça me plaît tout de suite. Ça attire mon attention ou ça me plaît. Et le sublime, l'expérience où d'abord c'est laid, puis après on s'habitue, on construit quelque chose qui ne correspond pas à notre attente préexistante et on construit une capacité esthétique, une compétence esthétique, comme on veut, ben ça prend du temps et c'est un peu plus difficile dans le régime de communication dans lequel on se trouve. Et hyper intéressant. C'est très dense, les infos, mais j'ai eu envie de réagir à pas mal de choses. Je ne sais pas si je vais me souvenir de tout, mais par rapport au fait de faire science, justement, enfin, nous, notre regard aujourd'hui, au prisme aussi rappelons-nous, parce que nous, on vient quand même de la matière, donc on vient de ce beau quand même des créations, qui est beaucoup dans le domaine de l'architecture, du design, de l'art, etc.
donc avec une déconnexion qui s'est faite des rythmes du vivant et de quelque part du système Terre et des lois universelles. Donc, on comprend que le scandale peut être cette science et tous ces trucs qui sont plutôt dans les balances négatives. Mais est-ce que le beau a été peut-être aussi utilisé, en fait, ou dévié un peu de sa pureté, qui était pour nous, enfin, la manière dont on peut voir en tout cas pour moi, la manière dont je vois la pureté, c'est plutôt le beau qui fait le lien, le beau des créations qui est quand même, qui est toujours en relation avec ce beau des origines. Mais là, quand on veut faire du sensationnel, du spectacle, un truc, en fait, aujourd'hui, on sait, enfin, moi, du coup, pour être pas mal sur Instagram, même si ça y est, maintenant, depuis plus d'1 an, je mets une limite et je consomme beaucoup, beaucoup moins de contenu là. Mais les plateformes déterminent ce qui est beau en poussant peut-être des contenus d'une représentation esthétique qui atterrit dans l'architecture, dans le design, etc., de choses qui, en plus aujourd'hui avec l'IA, sont hyper sensationnelles, mais qui nous permettent pas de rentrer en reliance et en connexion et en résonance aussi avec la matière, avec qu'est-ce qui est mis en œuvre pour faire surgir cette relation et tout ça. Quel est votre regard peut-être ouais, là-dessus? Alors là, il me semble que la façon dont moi je cadrerais cette question, c'est de dire que quand on est dans l'esthétique, le beau, le plaisant, le sublime, etc., il faut jamais oublier qu'on est dans l'aesthésis du sensible immédiat. Le sensible immédiat, c'est voilà, je regarde ce bâtiment, j'ai ce sac, j'ai cette chaise, j'ai ces choses-là, j'ai cette couleur de mur et ça me plaît. Moi, je sais qu'il y a certaines couleurs, j'aime bien le brun, un petit peu terreux, les couleurs à la Dubuffet. Moi, je vais dans un musée et je vois un Dubuffet. Même avant de regarder ce qu'il y a, c'est des couleurs, c'est des textures qui m'attirent immédiatement. Maintenant, Dubuffet, il peut très bien faire ses tableaux avec de la boue, de la terre, ce qu'il employait aussi, où il pourrait employer des substances qui demandent du travail de pauvres personnes au Congo ou autres qui doivent s'exténuer à sortir quelque chose, qui sont sous-payés pour le faire, et que moi, du buffet ou peintre, je trouve ça très joli et je l'utilise parce que j'ai beaucoup d'argent pour acheter ça, je l'utilise. Et moi, je vois pas la différence. Quand je suis spectateur de du buffet, je vois une couleur, un matériel, etc. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait justement une relation immédiate entre le fait que ça vienne de circulations qui sont soutenables, de biocirculation, etc., qui sont écologiques, si on veut, ou que ça ait détruit tout un pays pour me donner mon petit bout de couleur qui, moi, l'artiste, va me permettre de faire quelque chose de très beau, de très plaisant. Donc là, pour moi, c'est la limite de l'esthétique. L'esthétique, toute la philosophie s'en est méfiée parce que c'est trompeur. Il y a des illusions, il y a des apparences dans l'esthésis. C'est justement le règne des apparences, et les apparences sont très importantes, mais depuis Platon avec son histoire de caverne, et tout le monde nous dit que c'est bien les apparences, mais ça suffit pas. Il faut regarder ce qu'il y a derrière. Souvent, on ment, on se déguise, on transforme les identités. Et alors là, c'est encore pire, il me semble. Enfin, c'est différent le cas où on est, où on ne s'est pas menti sur l'origine des matériaux qu'on utilise pour faire du design, pour faire des sacs, pour faire des bâtiments. On n'a même pas eu besoin de mentir parce qu'on s'en foutait. Et là, s'il y a quelque chose, j'ai fait un livre qui s'appelle L'écologie de l'attention, c'est à la fois pour réfléchir à l'écologie attentionnelle, comme je disais, on est dans des milieux, puis on est attiré par des saillances, etc. Donc on a des environnements attentionnels, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'être attentif à l'écologie? Et je crois qu'on peut décrire la modernité occidentale qui aurait commencé vers 1700 par un désintérêt, une inattention, une distraction envers les conséquences environnementales de nos dispositifs collectifs de production de confort. On appelle ça industrie, qu'on appelle ça technoscience, etc. Hmm. On a, et l'extractivisme, c'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est que la définition de l'extractivisme? C'est de dire, on regarde la nature qui nous entoure seulement comme des sources de richesse. Donc là, on va même pas se poser la question, est-ce qu'il y a un beau des origines? Parce qu'on détruit du beau des origines sitôt qu'on fait une mine. Donc, on va regarder la nature comme un lieu où il y a des ressources. Ces ressources, précisément, on va les extraire pour en profiter, que ce soit en profiter pour faire des choses ou en profiter commercialement pour les vendre plus cher que ce qu'on a acheté. Ça, c'est le capitalisme. Et on ne va pas faire attention à, et c'est ça la définition de l'extractivisme, c'est qu'on voit tout en termes de ressources, on l'extrait, et on ne fait pas attention à, ni
à ce qu'on ruine dans les origines, la nature, les Hmm. beautés, qu'on rase la montagne pour prendre du charbon, ni dans les conséquences à long terme de ce qu'on extrait. Non seulement on a rasé la montagne, mais on a mis du carbone dioxyde, on est en train de mettre du carbone dioxyde dans l'atmosphère qui réchauffe déjà notre atmosphère, qui va rendre, qui fait fondre les glaciers, qui fait fondre tout ceci. Hmm. Donc l'extractivisme, c'est une double inattention. Inattention aux milieux vivants dont on extrait les ressources, parce qu'on ne regarde pas les milieux vivants, on ne regarde pas la beauté naturelle, on voit juste la ressource et on calcule la ressource. Première inattention. Deuxième inattention aux conséquences à long terme insoutenables de l'extractivisme fossile dans lequel on est depuis un siècle et demi, ou non plus, maintenant 2 siècles, ou plus. Donc là, C'est, c'est vraiment une question d'inattention ouais. aussi, mais je dirais que c'est beaucoup plus compliqué le rapport avec l'esthétique, à savoir que c'est Bah, justement pas moi, pardon, je vous écoute. non, non, mais en fait, moi, là, en vous entendant, j'ai la sensation qu'il existerait presque une troisième forme d'inattention pour moi, hein. C'est que ça provoque une inattention à notre propre singularité. Parce qu'en fait, moi, j'ai une hypothèse, c'est que quelque part, on est tous uniques, en fait. Donc, on a tous une relation au beau qui est unique. Mais ça marche pas trop dans la manière dont aujourd'hui notre monde est constitué, en fait, le système fait qu'on doit consommer un peu les mêmes choses. Parce que si chacun se met à savoir reconnaître ce qui est beau pour lui, bah en fait, ça va partir en freestyle total. Enfin, en fait, on ne sait pas parce que on est tellement aujourd'hui qu'on ne sait même pas comment ça serait possible. Mais c'est un peu là, c'est-à-dire que moi, j'ai la sensation que le constat, moins ce que je vous dis, cette catégorie d'esthètes qui est un peu genre recluse, parce qu'en fait, tous ces trucs, ils sont pas trop sur les réseaux sociaux, ils sont, enfin, et puis surtout, ils sont OK à aimer plusieurs choses. C'est-à-dire qu'ils aiment des choses contradictoires. Vous parliez donc ils peuvent aimer quelque chose qui va provoquer, comme vous disiez peut-être au début, quelque chose un peu la frontière du beau et du moche, ou du très laid, ou de quelque chose qui fait peur. Mais ils vont avoir après des goûts très très rangés sur autre chose et puis un goût un peu farfelu sur autre chose. En fait, et puis ils osent dévoiler ces contradictions esthétiques en fait parce que ils ont pas peur de la faute de goût. En fait, ils ont pas peur d'être exclus d'un groupe. En fait, vraiment, ils s'en foutent. Alors que peut-être que une partie du collectif, à force d'être soumis justement, que leur attention glisse et qu'on nous envoie des choses hyper belles, esthétiquement bien ficelées, machin, mais en fait aussi standardisées parce que bah, il y a quand même des pattes esthétiques qui se regroupent aujourd'hui, et même si on a des créatifs merveilleux, merveilleux, il y a quand même beaucoup de choses qui sont des copies ou des inspirations de. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses de nouveau quand même, hein, d'un beau qui serait un peu en réserve. Et moi, je pense qu'il y a un espèce de beau de réserve qui va surgir lorsqu'on va se reconnecter, à mon avis, lorsque les créateurs vont reprendre cette posture-là d'être au service un peu de ce beau des origines et des lois universelles. Et que là, il y a tout un nouveau truc qui va surgir parce que c'est comme si aujourd'hui la standardisation nous avait mené à mettre en œuvre, je sais pas moi, genre 1000 matériaux ou 2000, alors qu'en fait, il en existe beaucoup plus, mais dans des petites quantités. Et donc, il y a un parallèle peut-être aussi à faire entre les ressources et la manière dont on a eu de performance, en fait, de tirer ça. Et puis peut-être aussi la coupure avec notre sensibilité, avec qu'est-ce qu'on aime, en fait. Enfin, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette question à se poser, qu'est-ce qu'on aime? Et c'est dur, je vois, pour beaucoup, beaucoup de personnes, parce qu'en fait, on est perdu, quoi. Je vais rebondir là-dessus avec une distinction entre deux problèmes qui me semblent liés, mais à différencier. Le premier, c'est parce que vous avez parlé d'objets uniques, etc., de standardisation. Il me semble qu'une des dynamiques de standardisation, c'est ce qu'on appelle l'industrie, la modernisation, l'industrialisation. Et là, on voit bien l'opposition artisanat, enfin, artiste, artisan et industrie, où la différence entre l'artisan et l'industrie, c'est que l'artisan, il fait son chapeau, il fait sa sculpture, il fait sa cuillère, il fait son truc, à chaque fois un petit peu différent, parce qu'il fait ça avec sa main, etc., que l'industrie va produire la même chose complètement standardisée. Et donc, pour nous, je crois qu'on a, depuis qu'il y a de l'industrie, il y a peut-être un premier moment où on trouve que c'est très beau parce que c'est très propre et c'est très, etc. Et puis là, on est dans la phase où on se dit, ah non, on préfère quelque chose fait à la main, hein. Si on dit fait à la main, c'est pas pour disqualifier le produit, au contraire, c'est pour expliquer qu'il vaut plus cher, que c'est plus noble, etc. Donc ça, c'est artisanat, industrie. Et la standardisation, ça fait partie simplement du modèle industriel, c'est la reproductibilité mécanique. Maintenant, il y a une autre question qui est le fait que les goûts
On n'a pas encore vraiment parlé Oui, des goûts. on va y Et aller, oui. voilà. Et quand moi je parlais de Bourdieu, quand je parlais d'attentes, justement, il y a mes attentes à moi. Mes attentes à moi, c'est j'aime bien les tomates, j'aime bien le free jazz, etc. Mais ça s'inscrit toujours dans des goûts qui sont des goûts sociaux. On n'est jamais le seul à aimer quelque chose, ou très, 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 très rarement. En général, on fait groupe par les goûts qu'on a et qu'on construit, et on les construit parce qu'on est en groupe. Et après, il y a des dynamiques un petit peu complexes. Et là, je dirais que de tout temps, avant qu'il y ait de l'industrie, il y a toujours eu des goûts, des normes, des façons de faire qui étaient jugées comme belles, comme acceptables, etc. Et si on regarde la peinture avant la photographie, ça sera un petit peu l'industrialisation de la production d'images. Avant la photographie, vous pouvez reconnaître un tableau de telle et telle époque ou de telle, même de telle ville, etc. Parce que on reproduit des mêmes choses qui sont des attentes, qui correspondent à un certain goût. Et donc, il y a aussi une standardisation. Enfin, moi, pour être honnête, j'aime pas trop Mozart, et j'aime pas trop Mozart parce que justement, ça me semble très, très standardisé comme mode de production, d'harmonie, de rythme, etc. Et moi, j'arrive pas à accrocher à ça. Ça me semble un peu industriel. Que forcément, c'était pas du tout industriel ce qu'il fait, mais Mm. il se conforme trop à des normes, à des attentes pour que je trouve quelque chose qui m'intéresse. Et donc ça, la socialisation des goûts, qui est forcément une forme de standardisation, et l'industrialisation qui, elle, passe par la matière, une production Mm. matérielle complètement différente, là, il me semble que c'est des choses assez différentes. Alors maintenant que l'industrie nous sépare, introduise une médiation et tout un ensemble de médiations par rapport aux origines, ce que vous appelez les origines de la nature, etc., ça c'est évident. Et si on est dans la mouise écologique dans laquelle on est maintenant, c'est justement qu'on a toutes ces médiations industrielles qui, d'une part, ont multiplié les produits, ce qui d'un côté est une bonne chose, d'un autre côté, par la multiplication de ces produits, justement basés sur l'extractivisme, on voit que des ressources, etc., à saccager toute une partie des beautés originelles qui pouvaient être celles de la nature, et non seulement des beautés originelles qui pouvaient être celles de la nature, mais pour le coup aussi des ressources dont on a Mm. besoin pour pouvoir Mm. survivre sur cette Mm. planète. Maintenant que fasse partie de notre esthétique, de notre aesthesis, hein, vraiment immédiate, je regarde quelque chose, ça me plaît ou ça me plaît pas. Le fait que on fait cet effort mental de reconstruire les médiations. Est-ce que ça vient d'une mine au Congo où des enfants meurent pour extraire le coltan? Ou est-ce que c'est produit dans le champ à côté de chez moi par le fermier que je vois tous les jours? Je lui dis bonjour et il fait ça sans mettre de pesticides et il fait ça sans s'empoisonner lui-même, sans m'empoisonner moi. Et donc je trouve que son pain a meilleur goût que ce qui vient du Chili. Ça, je crois qu'on peut tout à fait, il me semble que c'est l'enjeu aussi de votre podcast et de votre travail, c'est de développer un goût qui inclut, pas seulement dans le raisonnement de se dire, ah ben je vois le label bio, donc c'est bien, on me dit comment c'est produit, que c'est un artisan et pas une machine, donc c'est mieux, etc. Mais qu'on arrive immédiatement avec cette aesthésis, hein, qu'on développe une aesthésis sensible de ce qui a l'air d'être écologiquement soutenable ou pas. Et là, je Mm. crois que si aujourd'hui alors, vous parlez des designers, je pense que les designers diront que je dis des bêtises absolues, mais aujourd'hui, afficher le plastique comme une matière belle, noble, etc., il faut vraiment être très, très, très déviant pour faire ça. Donc, ça va contre les attentes et donc ça peut être artistiquement très intéressant. Mais en général, je vois un truc en plastique, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Je sais que ça pourrit les océans, je sais que on est tous en train d'en absorber et donc je vais pas trouver beau quelque chose qui me crie au visage que c'est une nuisance environnementale. Et donc, Mm. il me semble que notre aesthésis, elle évolue déjà. Je crois que la génération de mes parents, des objets en plastique, il pouvait y avoir quelque chose de séducteur là-dedans, dans le design, parce que ça se cassait pas, et donc on les trouve non seulement utiles, mais peut-être beaux, parce que c'est des substances qu'on voyait pas. Il peut y avoir des beautés extraordinaires du plastique aussi. Euh, mais peut-être qu'une première réaction, une transformation de l'esthésis aujourd'hui, c'est qu'a priori, si j'identifie quelque chose avec certains plastiques, parce que forcément le plastique, ça n'existe pas, mais avec certaines formes de plastique, et ben là, je vais avoir une sorte d'effet repoussoir. Et là, on revient de nouveau au joli, au plaisant, déplaisant. Ben, ça devient un peu déplaisant pour mon esthésie, ça râle les pâquerettes, que l'usage de certaines choses. Alors voilà, vous arrivez à la fin de la première partie de cet épisode qui était assez long. Alors du coup, j'ai décidé de le scinder en deux. Donc rendez-vous tout bientôt ici même sur cette chaîne pour écouter la suite de l'épisode. Et peut-être que lorsque vous écouterez
L'épisode 1, la partie 2 sera sûrement déjà en ligne. Donc voilà, vous aurez plus qu'à retourner sur votre plateforme d'écoute habituelle et de cliquer sur la partie 2, la suite de cette interview. Merci pour votre écoute fidèle et à tout bientôt. Je vous embrasse.